Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, de beau matin à 8h30. Donc on est sensible avec Vincent de voir que vous êtes aussi nombreux ce matin pour nous écouter. On va essayer d'être le moins, on va dire, pénible possible et essayer de faire en sorte que cette session soit la plus animée possible. Donc on compte sur vous, sur vos questions, pour faire en sorte que ce soit une session dynamique. Donc je vais laisser Vincent se présenter. Bonjour à tous et merci de votre présence et félicitations. C'est difficile chaque matin, donc voilà. Moi c'est Vincent Liénard, je suis expert SAP dans le domaine HR en général et voilà, on va essayer de faire court. Vincent? Oui, donc moi Vincent Géry, j'ai rejoint SAP il y a une bonne dizaine d'années en qualité de Solution Advisor. Donc j'accompagne les clients dans leur migration vers le cloud, spécialement sur les problématiques de core HR, de time et donc naturellement de payroll. Voilà. Donc ce sera un peu le sujet de la matinée. Voilà. Donc, comme on parle roadmap, on parle un peu futur, donc je suis quand même obligé de vous dire que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui est sujet à caution, bien sûr, et donc il n'y a pas d'engagement contractuel lié aux propos qui seront tenus dans la séance actuelle. Voilà. Ceci étant dit, on va directement passer au contexte. À l'agenda, donc on va parcourir H4S4, on va parler de la feuille de route, la proposition de valeur, et on a laissé un espace de discussion pour les questions et les réponses éventuelles. Voilà. Alors, avant d'oublier, nous serons présents aussi au stand jusqu'à midi pour essayer de répondre au stand SAP, j'entends, pour essayer de répondre à vos questions du mieux que nous pourrons. Donc vous venez quand vous voulez, on va rester quelque part là tout près, vous voyez nos visages à tous les deux. Donc nous sommes à votre disposition pour essayer de répondre à toutes vos questions éventuelles. Alors les questions, elles peuvent toucher la paye SAP dans le cloud, elles peuvent toucher les nouveautés du Payroll Control Center, ou les chemins de migration vers H4S4, ce dont on va parler maintenant, mais si vous avez envie d'avoir plus de détails ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors j'aime bien ce slide, même si parfois ça prend 1 ou 2 minutes, mais je ne vais pas vous infliger toute l'histoire depuis 1972, mais j'aime bien en parler parce que ça illustre pas mal de concepts qui seront encore consommés maintenant. Donc 2011, SAP sort sa base de données HANA, qui est une base de données en mémoire. Alors à l'époque c'était révolutionnaire, même si chez nous maintenant, aujourd'hui, tous nos PC sont équipés de cartes SSD qui en fait remplacent les disques durs, mais à l'époque c'était pas du tout évident. Quel est l'avantage d'avoir une base de données en mémoire? Fondamentalement, il y en a plein, mais le plus intéressant, c'est que par rapport à un disque dur, le disque dur, vous accédez à la donnée en millisecondes, la mémoire, vous y accédez en microsecondes. Je n'ai absolument pas dit que ça a tout allé 1000 fois plus vite, mais l'ordre de grandeur est 1000. Et donc SAP, entre 2011 et 2013, a adapté son code, il a remédié son propre code pour le rendre compatible avec la base HANA. Pour certaines raisons techniques, c'est obligatoire. C'est quelque chose qui est aussi votre to-day, votre jour, ce que vous devez faire dans votre quotidien maintenant. Et SAP a ensuite sorti en 2015 sa nouvelle mouture de SAP, sa nouvelle version S4 HANA, qui a complètement alors je vais dire réingénieré parce que c'est de l'anglais, j'essaie de ne pas parler trop en anglais, mais qui a complètement réingénieré le cœur de SAP, sauf pour HR. Et c'est là que j'interviens, c'est là que j'insiste. HR n'a pas été réingénieré du tout. Ça veut dire que le code a été remédié, mais n'a pas été refabriqué. Donc le code est resté le même. Ensuite, une période un petit peu de flottement, 2015-2018, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais 2018, annonce importante de SAP qui dit à partir de 2022, HR sera présent on-premise dans S4 jusque 2040. Donc c'est le commitment fort de SAP qui s'engage pour les plateformes S4 à supporter, donc maintenir la solution HR on-premise et dans le cloud si vous le désirez, jusqu'à 2040, au moins. D'accord? Voilà. Je vais maintenant laisser la place à Vincent, mais l'autre. Voilà.
Merci Vincent. Donc voilà, en ce qui concerne la stratégie donc, de migration de SAP, en fait, elle a peu évolué, on peut le dire, modulo ce qu'on vient de dire à partir de 2018-2019 sur la partie S4. Et donc, depuis, on va dire, le rachat de SuccessFactors, on a proposé à nos clients plusieurs options de migration. Le premier étant le talent hybride, au sens où vous conservez toute votre infrastructure, tout sur ECC, en ce qui concerne le corps, la time et la paye, et inversement, la partie gestion des talents sur du cloud, sur SuccessFactors. Et là, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de clients dans cette configuration. La deuxième configuration, c'est le side-by-side, où là, on va avoir un certain nombre de clients qui, dans une logique qu'on va qualifier de temporaire, de transitoire, gardent leur infrastructure telle qu'elle existe aujourd'hui, mais au-delà du talent, décide de basculer sur le cloud employé central, le module SuccessFactors, la partie Core RH. Donc dans un mode side-by-side, avec ou une logique, on va dire, géographique ou business unit, avec d'un côté des business units qui vont être exactement identiques, et puis certaines, dans le cadre d'acquisition par exemple, qui vont basculer sur du corps employé central, le tout étant consolidé pour du reporting. Ça, c'est ce qu'on appelle le side-by-side, ou alors ça peut être fonctionnel. On a un certain nombre de clients qui, fonctionnellement, vont conserver leur core HR et avoir dans le système ECC et du core HR dans employé central, notamment pour des problématiques je dirais, de workflow, de self-service. Le self-service est vraiment au cœur de SuccessFactors. On ne peut pas dire la même chose donc, de ECC. Et donc, on va avoir une souplesse, une agilité avec les workflows qui font que le self-service se déroule dans employé central et va venir alimenter OMPA derrière. Voilà, ça c'est le side-by-side. Le core hybride, c'est la solution où on bascule 100% du corps dans employé central et on ne conserve sur ECC que la paye et le time. Donc ça, c'est aussi un certain nombre de clients dans cette configuration. Et la dernière, c'est le full cloud. C'est la solution, donc employé central et employé central payroll. Un certain nombre de clients en France. Le premier d'entre eux, c'était Partnery en 2014. Donc vous voyez, ça remonte un petit peu. On fait une bascule sur le cloud complète. La suite. Donc voilà, c'est à peu près la même histoire. On va passer à la suite, s'il te plaît, Vincent, où on a un arbre de décision, voilà, donc tu peux continuer, où en fonction de la situation que vous avez chez vos métiers, en fonction des utilisateurs, on va ou non remplacer le Core HR avec les deux options de gauche ou les deux options de droite. La nouvelle qui est sortie assez récemment, c'est la 5e, c'est le RISE. Donc peut-être que vous en avez entendu parler, mais elle existe évidemment pour la partie payroll, time, qui est la possibilité de garder votre infrastructure, votre configuration d'aujourd'hui, de la porter sur donc, une solution private cloud, qui est une solution qu'on va qualifier d'intermédiaire entre du on-premise et du full cloud. On va venir au dernier slide. Voilà. Où on a une offre de service qui va inclure toute la partie donc, du bas du slide, le logiciel, l'infrastructure et un certain nombre de services qui vont être tout autour, donc qui vont vous permettre, on va dire, de gagner essentiellement en agilité, en fluidité et bien sûr le total cost of ownership. L'engagement est vraiment de permettre à nos clients de gagner en termes de coût d'infrastructure. Voilà. Et je vais passer la main à Vincent. Vous avez des questions? Non? Ok. Feuille de route. On va résumer la situation. Je ne sais pas, Oui, je peux le prendre aussi. Donc voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que depuis la fin de l'année dernière, la solution donc H4, S4 est disponible. C'est une solution donc, qui a été pensée pour durer jusqu'à 2040 au moins. Et ça, c'est important. On l'a bien vu dans les annonces des années précédentes où on a fait des extensions de maintenance. Et ça, c'est la ligne du bas où, à l'origine, on avait dit 2025. Je m'en souviens, j'étais là. Ça semblait très, 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 très loin. Et donc, on disait aux clients, « Ouh là là, mais vous avez tout le temps, la solution est maintenue jusqu'en 2025. » Et justement, dans les années 2018-2019, on a écouté nos clients, un certain nombre d'entre eux nous ont dit
pas sûr de pouvoir migrer sur du SuccessFactors d'ici 2025. D'où cette extension en standard jusqu'en 2027, donc aucun changement contractuel jusqu'en 2027. Pour la partie 2027-2030, il y aura une extension de maintenance. Donc là, les support packages, la maintenance continue exactement comme vous le connaissez aujourd'hui, mais contractuellement, il y aura des modifications, il y aura des discussions contractuelles pour adapter le contrat de maintenance aux années 28, 29, 30. Fin de la maintenance ECC en 2030, et donc ça laisse la possibilité donc, à tous nos clients, d'ici là, de passer sur du H4S4. Voilà. Ouais. Je pense que ce slide, c'est la même chanson, hein, donc il n'y a pas de valeur. Ok. Oui, alors, beaucoup de gens s'interrogent sur ce qui se trouve dans H4S4, quelle est la valeur, où se trouve l'amélioration. Hein. Et donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de refonte complète du code en regard des modules finance, logistique et autres. Donc en HR, le code est resté, je dirais, à 99% le même. Donc où sont les différences ? Les différences sont essentiellement dans l'expérience utilisateur. Donc, comme vous le savez sans doute ou pas, mais dans S4, énormément de fonctionnalités sont délivrées en Fiori. Et donc l'effort qui a été fourni par SAP autour de la valeur dans H4S4 s'articule sur Fiori et performance. Performance, c'est quelque part un peu natif, hein, grâce à la base ANA, grâce aux hardware qui sont de plus en plus performants. Donc quelque part, c'était un petit peu implicite. Et donc SAP a lourdement travaillé sur l'expérience utilisateur. Donc c'est Fiori, mais pas seulement. C'est aussi en fait ce qu'on appelle l'harmonisation visuelle pour la plupart des transactions. Ça, si vous voulez, je peux vous montrer entre 10h ou 9h30 et midi au stand SAP ce que j'entends par harmonisation visuelle, parce que ce n'est pas le propos de la réunion, donc je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Mais fondamentalement, SAP a repensé toutes ces transactions de manière à ce qu'elles soient digestibles en Fiori. Hein, donc je vais résumer ça comme ça. Ça va ? Quelques autres petites modifications, mais fondamentalement Fiori et performance. Aussi, je ne l'ai pas vu, mais il semblerait qu'ANA soit utilisé pour les autorisations structurelles. Pour ceux qui consomment de l'autorisation structurelle, ils savent que c'est extrêmement lourd en termes de ressources. Et donc, grâce à ça, en fait, ça permet d'améliorer les processus. Voilà. Juste pour les amateurs, il y a aussi une fusion des couches logicielles SAP HR et EA HR. Alors, ceux qui sont contents, ben, ne vous réjouissez pas trop vite parce que SAP a créé une composante S4 HCM qui va remplacer ça, mais on a profité pour en créer une autre pour la partie UI, et donc en définitive on se retrouve quand même avec deux composantes. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais, hein, en ANA, le point de départ c'est Fiori, hein, donc c'est la partie de gauche, hein, donc c'est vraiment la Fiori. À droite c'est le SAP GUI, donc vous êtes, quand vous basculez en S4, vous êtes libre de rester en SAP GUI, mais vous avez de plus en plus de fonctionnalités qui viennent aussi côté Fiori. Donc c'est ça qui est important à retenir, c'est que Fiori est le grand pas vers les évolutions. D'accord ? Donc si vous cherchez des évolutions, cherchez-les là. D'accord ? Alors, vous avez tout un tas de fonctionnalités autour de Fiori. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais fondamentalement, les options qui sont disponibles aussi, c'est que vous avez, grâce à Fiori, l'opportunité, comme je vous l'ai déjà dit, de consommer des transactions back-end à l'intérieur de Fiori. D'accord ? Ça, si vous voulez, entre 10h et midi, je vous montrerai. Voilà. Donc, quelques exemples d'applications qui sont maintenant disponibles. C'est MyForms en anglais, mes formulaires en français, qui vous permet en fait de consommer... Alors,
des feuilles de paye, par exemple, mais ça peut être aussi n'importe quelle forme PDF que vous avez, qui peut être dynamiquement créée ou non. Tout ça peut être digéré dans des applications MyForm qui ensuite peuvent intervenir dans des flux de SS, donc d'employés self-service. Également, pour les managers, cette fois, vous avez une application qui s'appelle MyReporting, qui en fait est déjà disponible en ECC dans une première version. Elle avait été réalisée il y a 2 ans dans une première version, qui vous permet en fait de compiler tous vos reports. Tous vos reports que vous avez aujourd'hui, qui sont en ALV ou des ad hoc queries ou n'importe quoi, vous avez l'opportunité de tout compiler et de tout arranger à votre sauce. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un écran comme ça, mais qui sera différent par type de manager, parce qu'il aura besoin d'un tel type de rapport, ou de tel autre type de rapport, ou de choses comme ça, ou sur des populations différentes. Tout ça est possible maintenant. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, et c'est une technologie, en fait, qui permet de digérer quasiment toutes les technologies, je vais dire plus anciennes. Hein. Par exemple, ici, vous voyez, au milieu, dans le Time Management Report, vous avez Absence Quota, c'est un report qui a plus de 30 ans. Eh bien, si vous voulez, vous venez entre 10h et midi et je vous montrerai, il est digéré au sein de Fiori. Voilà. Donc c'est un petit peu le propos que j'illustre le propos que je tenais au sujet de l'harmonisation visuelle. Donc, en tant que professionnel RH, vous avez également des nouvelles applications qui, elles, sont singulièrement réservé à H4S4, Employee Actions, Employee Search et d'autres, qui vous permettent en fait de... Alors, je vais pas substituer la PA30 parce que c'est peut-être un mot qui n'est pas correct, mais qui permettent d'agir un petit peu comme dans la PA30. Et je termine par ce que vous connaissez peut-être déjà, le Payroll Control Center, qui lui est disponible dans les 2 versions, en H4S4 et pas en H4S4, qui en fait vous permet de révolutionner la manière dont vous tournez votre paye avec du temps réel, avec une recherche de conformité qui est vraiment performante et qui vous donne une visibilité sur l'état de votre paye dès le premier jour du mois. Ça veut dire que dès le premier jour du mois, si votre comptabilisation est défaillante, pour une raison quelconque, vous le voyez. Et vous pouvez prendre action en temps voulu. Je vous ai mis ici la liste des applications qui sont déjà délivrées. Attention que la 2023 vient de sortir, hein, je crois que c'était hier ou avant-hier qu'elle est sortie. Ça veut dire que ça, c'est plus à jour. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'updater. Mais de toute façon, c'est plus à jour dans le sens où c'est sans doute trop petit. Il y a sans doute des nouvelles apps qui sont sorties, mais j'ai pas encore eu le temps d'updater les slides. D'accord ? Voilà. Alors aussi, il y a un organigramme maintenant, hein, donc dans H4S4 également, ça c'est nouveau, c'est aussi propre à H4S4. Donc c'est un organigramme qui vous permet... Alors ça n'a sans doute pas les capacités de celui de SuccessFactors, mais ça permet de pallier à des manques qui existaient. Voilà. Et enfin, je pense... Oui, alors, comme vous le savez, attention ici, il y a quand même un gros bémol à formuler. Si vous êtes on-premise, en H4S4, vous avez des applications maintenant qui sont sorties sur le module LSO, Learning Solution. D'accord ? Attention que si vous allez dans le cloud, même en private cloud, cette option n'est pas disponible. D'accord ? Donc sur les modules RISE et les offres RISE, SAP ne s'auto-mord pas, je ne sais pas comment dire ça, mais donc à ce moment-là, c'est les options SuccessFactors qui s'imposent. Mais si vous restez on-premise, à ce moment-là, vous avez l'opportunité d'installer des modules LSO. Il y a des applications LSO qui sont sorties. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 maintenant. Donc voilà. Donc, harmonisation visuelle, Fiori sont les mots-clés qui tournent autour d'H4S4. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, c'est bien beau tout ça, mais moi, je suis en ECC et je dois migrer vers S4 avant 2027. Donc mon problème, c'est comment est-ce que je vais faire ça du mieux que je peux. Ça, c'est la bonne réponse, je vais dire. Donc il y a quelques slides ici que je vais vous présenter qui vont illustrer le propos. Mais les options de transition, ici évidemment, c'est un slide un peu standard. Donc les clients non SAP ERP, je dirais, c'est assez facile. C'est ce qu'on appelle le greenfield. Donc c'est le terrain vert. Ça veut dire quoi ? C'est une nouvelle implémentation. On part de rien. C'est la feuille blanche. Je ne pense pas que ce sera... On ne va pas en discuter de trop parce que c'est
très probablement pas la première option que vous allez suivre. Si vous êtes des clients SAP, vous avez aussi l'opportunité de faire un greenfield dans la mesure où vous avez une implémentation dont vous n'êtes vraiment pas content et donc que vous désirez absolument refaire. Ça arrive, hein. J'en ai encore discuté hier avec une dame qui nous a dit ça s'est planté, on a recommencé complètement à zéro. Voilà, ça arrive. Le Bluefield, c'est une transition des données sélectives. Donc ça veut dire quoi? On va prendre des morceaux du customizing, on va prendre des morceaux du repository, on va prendre des morceaux des data, et on va tout mettre sur la plateforme cible. D'accord? Les morceaux, en fait, c'est vous qui définissez ce que vous voulez. Hein, d'accord? Le brownfield, c'est quoi? Vous êtes content avec votre plateforme. Elle tourne, globalement, pas trop de pollution, pas trop d'historique, tout va bien. En définitive, c'est un gros upgrade. OK? Donc c'est un gros upgrade, donc c'est plus gros qu'un support pack parce qu'il faut monter la base ANA. Je vois des gens dans la salle qui l'ont fait, donc vous pourrez en parler si vous le désirez, mais c'est la solution la plus fast and furious, je dirais. Hein. Donc c'est-à-dire que ça va vite, mais vous n'avez pas beaucoup de valeur ajoutée, hein, parce que c'est une copie de votre système actuel. Quoi. D'accord ? Donc, j'ai fait le même slide maintenant, mais avec un petit dessin, parce que j'aime bien les petits dessins. Et puis, je vais ajouter un petit point. Donc, le greenfield en horizontal, je lui ai fait son compte, donc là, maintenant, je ne vais plus en parler. Le brownfield également, parce que le brownfield, en définitive, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un upgrade, donc il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Dans le bluefield, en fait, il y a deux options. Alors, le bluefield, comme je vous l'ai dit, hein, on prend des morceaux et on réassemble. Alors, vous avez l'option Conversion Shell. On va prendre une copie du système existant et on va l'upgrader, mais on va enlever des morceaux au passage. Donc, c'est... non, je suis désolé, excusez-moi. Non, c'est juste. Et on enlève, donc c'est une option qui, en fait, où on ôte des morceaux de la copie. Le mix and match, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que vous partez d'une feuille blanche sur S4, vous créez une plateforme S4, et puis vous importez, enfin vous, il y a des équipes chez nous qui vous aideront pour ça, vous importez sélectivement ce que vous voulez sur la plateforme cible. Donc, le customizing, le repository, et les data. Donc typiquement le cas, vous avez une installation qui a 20-25 ans, vous avez 25 ans d'historique de paye, vous avez pléthore de programmes dont vous ne savez même plus ce qu'ils font, vous avez pléthore de customizing dont vous ne savez absolument pas ce que ça fait. Eh ben, ça peut s'avérer utile, sur la cible cette fois, de créer votre plateforme S4 et en fait de sélectivement et itérativement, il y a un petit dessin plus tard qui va l'illustrer, itérativement d'importer ce que vous pensez être utile. Et nos équipes de SDT, DMLT peuvent vous aider aussi au niveau des données, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin d'importer 25 ans d'historique de paye, vous pouvez ramener juste 10 ans, ça suffira, et le reste, vous l'archivez simplement, d'accord ? Donc c'est une façon de reconstruire une plateforme propre pour le futur, prête pour le futur, d'accord ? Qui, elle, pourra repartir jusque 2040, d'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les... Oui ? Oui, tu as prononcé DMLT, je ne sais pas si tout le monde connaît DMLT. Oui. On a un service chez SAP spécialisé dans l'analyse de vos systèmes. Donc ça existe depuis extrêmement longtemps. Et donc ils vont pouvoir faire l'audit de votre plateforme et donc produire un rapport justement sur toutes ces customisations que vous avez pu faire, dont vous ne savez pas forcément la nature. Ils vont pouvoir faire un highlight de toutes ces extensions et donc après c'est la porte ouverte pour une discussion, pour analyser exactement l'existant avant même de se lancer dans un projet de migration. Merci. Alors, le même slide ici, hein. J'ai un peu joué avec les couleurs, mais grosso modo, c'est la même chose. Donc, vous allez partir d'un brownfield où vous ne changez rien. Vous allez passer à la conversion shell où, en fait, vous allez copier tout et enlever ce que vous êtes sûr que, de toute façon, vous ne ferez plus rien avec. Vous allez faire du mix and match quand vous allez partir de rien
et incorporer ce que vous voulez conserver pour le futur, et vous allez faire une nouvelle implémentation, un greenfield, dans un contexte de page blanche. D'accord ? Alors, là, je vais gentiment passer. Alors, ici, c'est juste un exemple, mais typiquement, quand vous êtes dans une préparation brownfield, mais c'est également vrai pour le bluefield, vous avez des phases préparatoires qui doivent de toute façon être menées. Et l'une des phases préparatoires, c'est la remédiation du code. Donc, ce que SAP a fait en 2010, 11, 12 et 13, en remédiant tout son code, donc en le rendant compatible avec la base ANA, vous allez devoir le faire aussi maintenant avec votre code Z. Donc ça, c'est une des grandes étapes que vous pouvez déjà entamer demain matin, hein, indépendamment du fait que vous allez migrer dans 2 ans. C'est une étape qui est un prérequis absolu dans votre migration vers S4. Et c'est pour ça que j'insiste lourdement sur ce point. C'est pour ça que je vous le dis aussi. On l'a fait il y a 10 ans, hein, donc ne croyez pas qu'on impose, on s'impose les mêmes choses. Donc il y a des contraintes, et la première contrainte est le premier prérequis. Et c'est bon, il faut être clair, hein, il n'y a pas de valeur. Hein. Il y a 0 valeur, il n'y a que des risques, il n'y a que des baffes à prendre sur ce truc. Hein. Mais c'est obligatoire, parce que ça va vous permettre de rendre votre code compliant avec la base ANA. Okay ? Donc, il y a des phases préparatoires. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous pourrez regarder, mais fondamentalement, ça, c'est l'étape qui est obligatoire. D'accord ? J'ai aussi mis ici un exemple typique d'un brownfield. Donc, vous voyez, en haut à droite, j'ai résumé la chose à le temps d'arrêt est d'à peu près une 60aine d'heures. Je pense que certaines personnes pourront dans la salle avoir une meilleure compétence que moi. Suivez mon regard. Voilà. Ils pourront vous informer aussi, si nécessaire, si vous avez besoin de détails par rapport à ça. Dans le contexte d'un brownfield, il y a toute une série d'étapes à mener. Et voilà. Donc, fondamentalement, vous êtes sur quelques jours à une semaine d'arrêt du système, de non-disponibilité du système. Donc, si vous arrangez bien autour de Noël ou des choses pareilles, c'est tout à fait réalisable sans trop de casse. Et donc là, vous avez votre propre plateforme ECC. Donc le chemin classique, c'est vous faites votre code remediation tout doucement, hein, tranquillement, et puis vous décidez de basculer à Noël, et le 1er janvier, vous démarrez en S4. Ça va ? Avec 0 changement, c'est quasi transparent et tout va bien. Mais, alors là, ça viendra dans les considérations et dans les discussions, 0 valeur aussi. Ça va ? Donc c'est ce que je disais avec le Bluefield. Le Convention Shell, alors de nouveau, je vais pas vous épargner, j'ai mis les slides, mais je vais pas non plus en faire des tonnes en expliquant tous les détails, mais fondamentalement, et les slides seront bien sûr disponibles, hein, vous seront disponibles. Hein. On part comme je vous le disais, hein, on part d'une copie, et puis on va ôter tout ce qu'on sait que c'est pas nécessaire, et on procède par itération pour être certain qu'on ne perd rien au passage. Dans le sens inverse, dans le mix and match, en fait, on part d'une plateforme vierge à laquelle on va importer du référentiel, ajuster les processus, migrer les données itérativement jusqu'à ce que ça marche. Donc ça, c'est typiquement le cas que je recommande quand vous voulez ajouter de la valeur et nettoyer un système trop ancien qui est plein de pollution. D'accord ? Alors, il y a un concept que je voudrais adresser ici qui est celui de la simplification list. Il n'y a pas eu un grand nombre de fonctionnalités qui ont été décommissionnées au passage, mais il y en a quand même. C'est ce qu'on appelle la simplification list. Donc, il y a un certain nombre, donc c'est évidemment, moi les couleurs, c'est pas mon point fort, mais donc cette couleur-là, ici, en fait, hein, il y a une note associée à ça qui décrit un ensemble de fonctionnalités qui ne sont plus présentes dans H4S4. Elles sont pas, il n'y en a pas pléthore, hein, il n'y en a pas tant que ça. Je pense même que j'ai fait un résumé dans le slide suivant. Vous devez impérativement checker cette simplification list qui est sur la note et voir si par hasard, par malheur, vous utilisez une de ces fonctionnalités. Parce que auquel cas, vous êtes dans le point bleu, vous êtes dans une situation difficile parce que vous avez le passage vers S4 va s'accompagner du décommissionnement d'une fonctionnalité que vous consommez. D'accord ? Donc ça, c'est embêtant. C'est le seul point qui est embêtant.
L'autre point, c'est quand vous avez les points bleus au milieu du carré, du rectangle, vous n'êtes pas certain à 100% que vous n'allez pas être impacté par un changement. Donc ça, c'est des changements que vous avez fait dans le système, repair, amélioration, enhancement. C'est pas certain à 100% que ça va se comporter exactement de la même façon de l'autre côté. Donc ça doit être testé. Mais a priori, ça devrait marcher. C'est la différence. Alors que dans le cadre en dessous, a priori, ça ne marchera pas. D'accord ? Alors il y a aussi un cadre en haut dont la couleur m'échappe également, mais c'est celui où il est écrit innovation. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est des nouveautés, hein, c'est les applications Fiori, c'est toute l'harmonisation. Ça, c'est nouveau, donc là, il n'y a pas de danger que ça vous perturbe. Ça va ? Donc, je voudrais adresser le point, surtout, c'est cette simplification list. Alors, fondamentalement, excusez-moi, tout ce qui touche à Java est décommissionné. Attention à ça, c'est le point le plus critique. Hein. D'accord ? L'Employee Interaction Center, donc c'est le EIC également. Alors, après, il y a des technos, je ne savais même pas qu'elles existaient, certaines d'entre elles. Hein. ESS sur ITS, sur WebDyn Pro Java, donc Java, MSSB sur HTMLB, enfin des choses qui sont dans la plupart des cas qui ne vont pas vous parler. Hein. C'est en fait des vieilles technologies que SAP a décidé de décommissionner pour faire de la place. Les Process and Forms, HCM, alors vous êtes en train de vous dire « Ah non, 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 surtout pas. » Non, non, vous inquiétez pas. En interactive avec Adobe. Donc ceux-là, en fait, sont décommissionnés également. D'accord ? Mais tout ce qui est Process and Forms est même amélioré et fiorisé. Donc c'est plutôt l'inverse. Alors ce que vous voyez là à droite, c'était l'ancienne landing page de HR Renewal. Elle est aussi décommissionnée, elle est remplacée par la landing page de Fiori, bien sûr. Le manager desktop, ça c'était parfois utilisé quand même, c'est remplacé maintenant par My Reporting. Alors le module recrutement, pas le e-recruitment, mais l'ancienne version, hein, que vous n'utilisez probablement pas, est également décommissionné. Et alors là, maintenant, je vais mettre un gros point, attention. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ce rapport-là, c'est le RPCS 3x0. Il est utilisé pour la paralysation de la paye par beaucoup de clients. Attention, il est décommissionné. Donc ça, il va falloir faire quelque chose de votre côté, ou le remplacer par Pust and Pest, ou le PCC, ou ce que vous voulez. Mais attention, ça c'est un point d'attention. D'accord ? Alors, des petits morceaux de la gestion de temps. Donc dans la note, si vous allez dans la note, vous verrez, il y a plusieurs pages de trucs. Il y a des trucs, je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai passé les détails. À noter que les règles de valorisation pour les amateurs en gestion de temps, vous savez qu'il y avait sur les règles de valorisation une limitation à 2 caractères en RAW et c'est devenu de l'alphanumérique, donc vous pouvez étendre ça, voilà. Et ce dont j'ai déjà parlé également, l'exception dans le PCE RISE, hein, donc la partie Talent n'est pas disponible. Hein, donc quand vous faites du Private Cloud Edition avec RISE, donc avec toute l'offre de services associés, vous n'avez pas l'accès aux solutions LSO et e-recruit. Voilà. Donc comme je vous le disais aussi, SAP vous aide, donc les équipes DMLT, hein, donc les équipes DMLT, ancien nom SLO, sont des équipes qui peuvent vous aider. Ils sont 1000 maintenant, tellement on a du boulot. D'ailleurs, on est surchargé sur ce genre de choses. Ils aident les clients à passer de l'autre côté, en S4, en suivant des chemins qui peuvent être Broadfield, Bluefield, moins Greenfield. Hein, oui, fatalement, il y a quasiment pas de il y a pas d'effort de conversion, donc ils sont pas présents sur les Greenfields. Mais également, SAP a sorti un SAP Readiness Check H4S4 qui vous permet en fait d'avoir une information. C'est gratuit, hein, faut pas hein, c'est gratuit. Vous le downloadez, vous l'installez, vous le faites tourner, et vous avez ce genre de reporting qui vous donne une visibilité sur les choses à faire, quoi. Les points d'attention, les fonctionnalités qui sont utilisées et qui sont dans la simplification list et des choses comme ça. D'accord ? Attention que parfois il suffit d'avoir fait un morceau de Z dans un module et boum, il est considéré comme utilisé, alors que dans les faits, vous savez pertinemment que
c'est pas le cas. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que le cerveau humain fonctionne quand même en général mieux que les robots. Hein. Voilà. Quelques considérations. Ouais, le temps est compté, donc je vais essayer d'aller vite. On a donc le brownfield, le bluefield, la nouvelle implémentation. Alors, fondamentalement, plus vous irez vers des nouvelles implémentations, plus vous aurez de flexibilité. Même chose avec le risque. Hein. Plus vous irez vers du brownfield, moins vous prendrez de risques, hein, c'est clair, mais vous n'aurez pas de valeur. Hein. Le potentiel stratégique, le bluefield, c'est lui qui va en apporter le plus, parce que, oui, bien sûr, le greenfield aussi, mais c'est un nouveau projet. Et bien sûr, le bluefield va être plus complexe qu'un brownfield. Okay, donc c'est vraiment à vous d'apprécier la façon dont vous voulez évoluer en fonction de votre système. D'accord ? Donc si votre système est ancien, plein de pollution, plein de fonctionnalités dont vous n'avez plus que faire, envisagez plutôt un bluefield. Si votre système est plutôt récent, 2018, vous êtes content, tout va bien, et c'est une implémentation propre, le brownfield s'impose, d'accord ? Donc c'est vraiment dans ces voies-là qu'il faut articuler la discussion. Donc c'est ce que j'ai essayé de résumer ici. Donc le brownfield est une migration éminemment technique, hein, avec des innovations qui seront limitées, puisque vous n'allez pas innover au moment du passage, mais vous allez ensuite avoir la possibilité d'installer les Fiori Apps et tout ça. Donc, une fois que vous êtes en H4S4, vous faites évidemment ce que vous voulez. D'accord ? Oui, alors il y a quand même un point d'attention. Il n'y a pas de marche arrière, hein, dans ce point-là. Donc, quand vous partez, vous êtes obligé de finir. Hein. On ne commence pas à faire des va-et-vient dans cette situation-là. Hein. Donc, c'est moins risqué, c'est très technique, c'est très rapide, mais quand vous le faites, ne commencez pas à vous arrêter en route. Hein. Bluefield, hein, donc, c'est la solution mixte. Hein. Conversion Shell, c'est la solution où on part de l'existant, on note ce qu'on est sûr qu'il faut baigner, et le reste, en fait, on continue. Le mix and match, c'est ce que je vous disais, là on part en addition. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on part d'un système vierge et on va monter tout ce qu'on pense intéressant pour consommer la suite. Et voilà, je suis dans les temps, tout va bien. Je vous remercie de votre bonne attention et je suis à votre disposition avec Vincent pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, essayez. Voilà. J'ajoute juste un point, tu parlais tout à l'heure du readiness check. Donc c'est on va dire un utilitaire donc, qui est à votre disposition. Néanmoins, les équipes SAP sont présentes pour vous accompagner dans l'analyse. Donc si demain matin vous faites tourner le readiness check, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse évidemment analyser avec vous les résultats pour voir parmi les options qu'on a présentées, laquelle sera la plus appropriée dans votre contexte. Le readiness check est valable quel que soit le type de support standard dans l'entreprise. On va d'abord. Oui, c'est un utilitaire qui est à la disposition des clients, quel que soit leur niveau de support. En fait, c'est gratuit. Donc voilà, ça a le mérite d'être signalé. Je vous en prie. Alors par rapport à la simplification list et au compatibility pack et compatibility scope, est-ce qu'on peut considérer qu'un client qui a fait déjà une migration sur S4 a moins de temps pour s'adapter à H4 et donc aux simplification list qu'un client qui resterait sur ECC? C'est par rapport à la... Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, la question, oui, je vais revenir au slide. Oui, en effet. Donc, oui, il faut comprendre les choses au niveau historique. Hein. Donc, les choses, elles arrivent comme elles arrivent parfois. Donc, le Compatibility Pack a été... Donc, la question, elle est la suivante, hein, pour ceux qui n'auraient pas entendu. Je suis en S4 en pack de compatibilité ici quelque part, et moi j'ai le feu parce qu'en fin 2025 je dois migrer, alors que si j'étais resté en ECC, eh ben, j'aurais moins de problèmes parce que je pourrais attendre 2027.
Donc ma réponse, elle est oui et non. En effet, il y a 1 an et demi, 2 ans de différence. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que le pack de compatibilité, je pense qu'il n'était pas vraiment prévu par SAP au départ. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de clients ont basculé avant 2020, hein, singulièrement avant 2020, en S4. Et SAP a dû formaliser le fait que la plateforme tournait le HR tournait sur S4. Et donc c'est le concept de pack de comptabilité. Donc il n'y a pas de notes, il n'y a rien, il n'y a pas de code, il n'y a rien là-dedans. Hein. C'est juste le fait de dire que jusqu'à fin 2025, SAP s'engage à ce que tout le code qui existe soit supporté et fonctionne en S4. Alors oui, en effet, il y a un petit gap de 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 2027, où là, en fait, il y a une différence. Mais il faut comprendre que en fait, c'est historique. Hein, vous avez basculé très très tôt. Donc a priori, normalement, il n'y a pas de problème. Hein, on ne va pas commencer à enlever le code en 2026. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, est-ce que ça veut dire que les mises à jour réglementaires ne seront plus poussées ? Parce qu'il y a cette partie-là qui est plus critique en HCM que... Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au 1er janvier 2026, si vous êtes dans cette situation-là, au lieu du 1er janvier 2027, en définitive, ou de 2028, pardon, vous allez devoir activer la Business Function H4S4. Et vous allez devoir passer en H4S4. Donc le lendemain, je peux quasiment vous garantir, je ne vais pas mettre ma tête sur le bio, mais je vais quand même vous le dire, votre système va continuer à fonctionner. Hein. Je pense que normalement, il y a quand même une bonne chance. Mais ce qui va se passer, c'est votre licence. Donc au niveau de votre plan de licence, là, vous basculez sur le nouveau plan de licence. Et c'est surtout ça qui fait la différence. C'est pas tellement la technologie, de nouveau, je ne mettrai pas ma tête sur le bio sur ce point, mais au niveau technologique, je suis intimement persuadé que vous n'aurez pas de variation sur votre système une fois que vous aurez activé la H4S4 au 1er janvier 2026. Par contre, c'est vrai que vous devez prendre contact avec votre account exécutif, c'est comme ça qu'on dit ? Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est que sans vous en rendre compte, vous serez sur H4S4. En tout cas, vous activerez des fonctionnalités H4S4. Autrement dit, vous activez des fonctionnalités d'une licence dont vous n'avez pas la propriété intellectuelle. Donc là, il y a évidemment commercialement une discussion à avoir avec le commercial SAP. Ouais, mais il faut passer en 2023 ou en 2024, quoi, et donc là, ce sera bon. Mais si on n'est pas passé en 2023... En 2020. La 2023, elle n'a pas de compatibilité aussi. Donc là, de toute façon, ce sera bon. Enfin, mais il faut avoir... Oui, mais si vous passez en 2023, vous aurez d'office la H4S4. C'est ça, celui-là. Mais avec la question des licences. Toute la question, elle est là, en fait. Hein. Elle n'est pas ailleurs, elle est là. Donc le point qui est ouvert, c'est, oui, pour les clients qui sont en Compatibility Pack, donc qui sont en 2022, 2021 ou quelque part par là, ils vont devoir, au 1er janvier 2026, adapter le plan de licence HR. Ça, c'est sûr. J'ai une question sur l'adaptation de code. Si on a déjà installé la base ANA, on a déjà fait une adaptation de code, il faut en refaire une autre, il y a une nouvelle adaptation à faire Non, c'est fait. Si c'est fait, c'est bon. Donc l'adaptation du code à ANA, elle se fait une fois. Enfin, elle se fait 2 fois. Hein. Une fois en batch, la première fois, pour tout l'existant. Et puis elle se fait au quotidien quand vous continuez à travailler. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Une fois que vous avez converti l'existant, vous êtes content, tout va bien. Maintenant, vous n'oubliez pas que chaque fois que vos équipes font des changements, il faut valider que ces changements sont ANA compliant. Hein. Attention, il y a des surprises. Hein. Parfois, on réinjecte des trucs qui ne marchent pas. Hein. D'accord ? Question ? Oui. Par rapport aux nouvelles tuiles Fiori, avec H-Formation, donc notamment la PCC, je me pose la question, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport au back-end de la transaction PA03 ? On pilote aussi notre paye de cette manière-là. Qu'est-ce que ça apporte de basculer dans l'Outbound ? Alors, fondamentalement, je vais répondre très franchement, rien. On est bien d'accord, hein ? On est bien d'accord.
Le fait d'ajouter une tuile avec un calcul de paye dans Fiori ne va pas changer la face du monde. Hein. Là, on est bien d'accord là-dessus. Alors, vous êtes en train de vous dire, à quoi ça sert qu'ils viennent ici nous parler du PCC, alors, si ça ne change rien? Parce que la valeur du PCC, elle ne se situe pas dans une tuile Fiori. Hein. La valeur du PCC se situe dans le concept de paye test. Hein. Donc, vous savez peut-être ou pas. Mais donc, la paye de SAP, il y a deux modes. Il y a le mode productif et il y a le mode simulation. Et puis c'est tout. Ça veut dire que si vous voulez tourner votre paye et avoir de la visibilité sur les résultats, vous devez fermer la tranche de décompte, vous devez tourner pendant la nuit, vous devez tourner vos rapports, et le lendemain, vous avez de la visibilité sur l'état de votre paye. Quand vous aurez de la visibilité, vous allez prendre des actions, parce qu'il y avait des erreurs, et vous allez prendre des actions, et c'est peut-être le lendemain ou la semaine suivante que vous aurez une visibilité sur les dites actions. Avec le concept de paye test qui a été introduit par SAP et qui est sous-jacent à l'utilisation du PCC, en fait, vous avez l'opportunité d'avoir une paye qui tourne un type de paye nouveau, qui est indépendant du type productif, qui est indépendant du control record et qui vous permet de tourner la paye en temps réel, c'est-à-dire tout le temps, et qui vous permet aussi d'avoir une visibilité continue sur les résultats. La paye, elle tourne de toute façon. Peu importe l'état du control record, peu importe que vous soyez en train d'utiliser la PA30, tout ça est complètement bypassé, la paye tourne, et derrière, en fait, on peut faire fonctionner ce qu'on appelle des validations, des KPI, différents objets, qui vont consommer cette information dans des nouvelles tables, ce qu'on appelle des tables déclusterisées, et cette information est ensuite poussée au travers d'un nouveau set, d'un nouvel ensemble de tuiles Fiori, qui vont afficher cette valeur, je vais dire, cette information, d'accord? Donc c'est vraiment ça qui est, la valeur se trouve là. Hein. Donc en soi, la tuile toute seule n'a pas de valeur. Oui. Mais donc on est d'accord effectivement, donc ça va être dans les tables déclusterisées ou pas, mais c'est pas l'option est, on peut avoir des tables déclusterisées ou pas. Mais ce que je comprends pas, c'est que donc vous parlez d'une paye de test plus ou moins réel, donc qui va alimenter les tables clusterisées qui vont pouvoir être après exploitées par les reports, d'accord, et donc effectivement le manager pourra voir directement ses résultats. Mais quand on passe une paye réelle, on écrase aussi cette table-là, en fait, c'est les mêmes tables, on est d'accord? Oui, mais SAP a quand même été un tout petit peu prudent. En fait, pour les techniciens, vous verrez, pour ceux que ça intéresse, vous allez dans la table header, vous allez voir qu'il y a un flag qui dit que c'est du test ou pas. Et alors, le sequence number aussi commence par 99, en fait, pour les modes test. Donc, on ne peut pas se tromper. Hein. Alors, attention, que ce sont deux exécutions qui sont différentes. Hein. Quand vous tournez en mode productif, vous pouvez aussi déclusteriser, c'est-à-dire alimenter les tables déclusterisées, hein, d'accord, ok, et consommer l'information, mais vous êtes toujours dépendant du control record. Vous êtes toujours dépendant des logs, vous êtes toujours dépendant aussi de l'exécution qui peut vous prendre du temps et de l'énergie. Le mode test est lui complètement indépendant et alimente en fait les tables déclusterisées uniquement, plus les clusters, hein, attention. Donc il faut activer le switch de déclusterisation. Pas seulement, en fait. Enfin, là, si vous voulez, là, on est en train de déborder. Donc, vous passez au stand et je vous montre et je vous explique comment ça marche. D'autres questions? Je voudrais vous remercier pour votre bonne attention. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.